Dans cette vidéo, on va voir comment, à partir d'un choix technique, donc on va essayer de trouver la meilleure association entre un panneau solaire, on va trouver quel type de panneau solaire peut aller avec le meilleur micro-onduleur et inversement. En fait, et trouver la bonne association. Donc, certains vont choisir par rapport à une disponibilité de micro-onduleurs, d'autres vont choisir par rapport à une disponibilité de panneaux solaires, donc ça dépendra de votre choix initial. En tout cas, l'idée qui est derrière, c'est de pouvoir trouver pour un matériel donné, puisque dans le monde du micro-onduleur et du panneau solaire, on parle de couple, dans un des critères fixés, trouver le meilleur compatible ou la meilleure solution qui lui sera adaptée. Donc pour cela, on va s'appuyer déjà sur les données qui sont les données constructeurs, donc bien sûr sur le site en phase. Sur le site en phase, vous avez accès à la documentation, donc ce qu'on appelle le Support Center. Moi, je l'ai pris en anglais parce que justement j'ai toutes les sources, mais il existe des documents en français dans certains cas, comme vous voyez ici. L'intérêt de ça, c'est qu'à partir du moment où on a la documentation, on peut récupérer les fichiers de chacun des micro-onduleurs. Et donc là, j'en ai pris un sur les micro-onduleurs justement de la gamme IQ8. Et donc là, de mémoire, ça doit être l'IQ8P, le H et le P. Donc, à partir de ces informations-là qui sont fournies, on va prendre chacune des parties qui nous intéressent. Bien sûr, on pourrait prendre toutes les datas, mais le but, c'est pas non plus de faire un fichier Excel qui soit long comme le bras. Il y en aura déjà beaucoup dans celui qu'on va faire, mais quelque chose qui soit plus ou moins exploitable. Alors déjà, avant de comprendre ce qu'il y a dans chaque document et de pouvoir faire une version agrégée, on va expliquer chacune des lignes. Donc là, on est dans deux types donc c'est deux des matériels les plus récents fournis par la marque, donc qui sont les versions H et les versions P. Ce matériel, lors de la communication, on nous fournit un certain nombre de détails. Donc on nous fournit une unité et module qu'on va utiliser pour l'association. Donc quand il parle de ça, aujourd'hui, ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Dans le passé, il n'y avait pas. Ça correspond à quel type de module? Quand on parle d'un module, on parle de panneau utilisé pour l'association. Donc là, on est en droite, globalement, c'est l'équivalent du watt crête. Donc là, on voit qu'on est sur un matériel qui peut aller de 380, donc un watt 400, jusqu'à 640 watts crête, qui sont parmi les derniers panneaux. On a aussi l'association pour le modèle H, donc qui en face permet de pouvoir choisir des panneaux plus ou moins puissants. La deuxième partie qui nous intéresse, en gros, enfin les parties qui nous intéressent, elles sont nombreuses. Donc on a les tensions de suivi, on a les plages de fonctionnement, on a tout un tas d'informations qui nous permettent de pouvoir suivre quel type de panneaux sont utilisés. Alors là, on regroupe toujours input-output, c'est-à-dire que là, on a tout ce qui vient des panneaux, et là, on a tout ce qui sort du micro-onduleur. Donc globalement, ça, c'est en entrée courant continu, ça, c'est en courant alternatif. C'est important parce que ça permet de comprendre ce qu'on va devoir regarder. Donc ça veut dire, ce sont des informations sur les panneaux. Globalement, la compatibilité de ce qui envoie l'énergie courant continu au micro-onduleur. Donc on a la tension, on a la plage de fonctionnement, on a l'ampérage, et on a tout un tas de détails qui vont être utiles et qu'on agrégera justement par la suite. Dans la sortie, on retrouve les données de sortie bien sûr du micro-onduleur. Donc globalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est la sortie puissance maximale. Mais attention, il y a toujours deux informations. La première qui correspond au pic et la deuxième qui correspond à la valeur continue, c'est-à-dire la valeur régulière. Sachant qu'une puissance de sortie, que ce soit en micro-onduleur ou que ce soit en panneau, en fait, on va passer notre temps à gérer des pics. C'est rare d'avoir une variation, une production extrêmement continue. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la puissance de sortie continue, parce que c'est celle qui va nous garantir la puissance de la journée. Donc, on a cette information-là, on a aussi les fréquences, on a les fréquences étendues, etc., etc. Tout ça correspond à la donnée pour un micro-onduleur donné. Donc, à partir de ce set de documentation, on a pour un type de micro-onduleur, un autre type de micro-onduleur. Donc là, on retrouve justement les IQ8 normaux, IQ8+, les M, les A, etc. Dans lequel on va retrouver toujours la même logique. Donc là, Common UST associé, donc la puissance, globalement les types de panneaux les plus couramment associés. Donc là, on va de 235 à 350 watts crête. Et on a les IQ8H qui vont de 285 à 500 watts. Attention, dans ces écrans-là, ou du moins dans ces informations-là,
on a aussi souvent, enfin ça dépend comment c'est placé, mais on retrouvera très régulièrement un type d'information qui est 240 ou 208. 240 ou 208 correspond à 240 quand on est sur un domaine qui a un milieu monophasé, 240 volts, et là 208 c'est quand on est en triphasé. Alors attention aussi, c'est que là on est sur des normes US, donc c'est pas les normes européennes, c'est pas les normes françaises, mais globalement le micro-onduleur pose pas la même chose. Donc à partir de ces informations là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ce fichier Excel dans lequel j'ai toutes les gammes. Donc la gamme des IQ8, le plus récent bien sûr, la gamme des IQ7, la gamme des IQ6, qui a été une gamme très très courte, et la gamme des S-Series, qui a été une gamme entre les M, qu'on a connu en Europe, et la gamme des IQ. Donc, et là bien sûr les deux séries M. Donc les S, on les voit très peu ou très rarement, je pense que c'est plutôt sur les milieux anglo-saxons où on a eu, certainement aux US. Peut-être un peu en Australie, mais en tout cas nous on n'en a pas vu. Puisqu'on est passé directement des M250, M215, M250 aux IQ7 sur le territoire européen, de ce que je sais. Certains ont peut-être touché cela, mais vraiment ça devait être plus ou moins confidentiel, donc vraiment pas très très court. Quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous intéresse, c'est les gammes qu'on voit le plus. Donc les gammes qu'on voit le plus en occasion sont les M250 et M215. Bien sûr, désormais, maintenant, les IQ7 sont encore disponibles en production, enfin en distribution neuve, mais beaucoup déjà sur le marché de l'occasion. Et puis, bien sûr, ce qui est vraiment distribué aujourd'hui, c'est les IQ8, donc tous les modèles. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les gammes, j'ai pris les modèles, et à partir de ça, on a repris toutes les informations qui nous intéressent. Donc ça, c'est les tensions en entrée. Donc là, on a justement les plages de tension minimale, maximale. Ça, c'est important parce que certains panneaux peuvent donner des plages de tension qui sont plus élevées que d'autres. Et donc, du coup, si vous mettez un panneau qui a une plage d'entrée qui est plus haute que la capacité d'entrée ou de démarrage du micro-onduleur, globalement, ça va être, vous allez être disjoint, en fait, ou inversement. Le principal problème est l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez une plage d'entrée qui est nécessaire pour que l'appareil démarre, qui est très haute, si votre panneau commence à 20 volts, vous allez être embêté tout le temps parce qu'en fait, une grosse partie de l'intensité ne va pas être transformée par le micro-onduleur, mais va rester au niveau du panneau solaire. Donc ça, c'est pas très bon. Donc il faut vraiment regarder ça parce que ça vous permet de donner justement les plages, les types d'appareillage qui sont fournis justement au niveau du panneau solaire. Donc tout ça, c'est pour en amont. Au niveau du micro-onduleur, combien on est capable de pouvoir gérer. Et puis après, le nombre maximal de sorties, le nombre, non, d'ailleurs, ce que je dis. En amont, c'est tout ce qui est là. Et puis là, en fait, c'est toute la partie de sortie. Ensuite, j'ai simplement rassemblé aussi, tant qu'à faire, autant l'avoir dans le document, le nombre de micro-onduleurs par circuit de 20 ampères. Donc on parle de Curlet, donc en monophasé ou en triphasé. Et on voit que dans certains cas, en fait, on a un nombre qui est très particulier, qui est générique. Dans un triphasé 20 ampères, en fait, on est plutôt 3 fois le monoampère, c'est ce qu'on voit pour les autres. Ensuite, j'ai mis la partie qui est communiquée sur les IQ8, moins facile à trouver sur les IQ7 et sur les M215. Globalement, c'est le nombre par section de câbles. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant sur la partie IQ8. Qui était existante, on va dire connue, c'était autour de 10 pour les IQ7, mais quasiment pas communiqué sur les M215, donc c'était plus par expérience des installateurs qu'on trouvait justement ces valeurs-là, ils respectaient une certaine logique de distribution. En gros, c'est maintenant sur les IQ8, toujours 8, sauf sur les P, où on conseille de mettre du 7 modèles, enfin 7 appareils maximal par câble IQ, de manière à ne pas surcharger, ne pas avoir des pertes d'intensité au niveau du câble lui-même. J'ai mis aussi bien sûr les liens vers chacune des documentations pour ceux qui sont intéressés de retrouver les sources, en fait on les retrouve ici. Et on retrouve ça sur tous les modèles, y compris des M, donc la gamme des M, donc on retrouve justement cette logique de 225-215, donc on est bien en M215 pour 215 watts crête, et, enfin de volts ampères, et on est bien en 240 ou 250. Là, c'est les subtilités commerciales qui sont pour les M250. Et puis après, les IQ, etc. Donc ça, c'est la première chose au niveau des micro-onduleurs directement. Donc dans ce document, on va retrouver toutes les informations sur les micro-onduleurs. Maintenant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une installation, ce n'est pas un micro-onduleur. C'est une
un micro-onduleur, plus un panneau solaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré aussi pour deux, on va dire j'ai pris deux modèles, globalement, deux gammes. Parce qu'en fait, les documents partagés, on regroupe des types de produits, et puis après, en fait, ils ont certaines versions, ou du moins certaines déclinaisons, qui ont plus ou moins de production, de capacité de production. J'ai pris chez un des fabricants principaux, donc DMEGC, et puis en face Trina Solar. Donc on retrouve on va dire du matériel qui est un peu classique, qu'on retrouve assez standard, de manière assez standard sur le marché. Si je puis le mettre ainsi. L'intérêt de ça, c'est que dans ce document, j'ai repris la norme, les informations concernant la norme STC. Donc STC, c'est le Standard Test Condition. Et puis la norme, qui n'est pas vraiment une norme officielle, parce que la norme vraiment officielle, c'est celle qui est utilisée en STC, c'est celle qu'on voit au niveau marketing, c'est celle qui est utilisée dans un modèle en watts crête, on appelle ça. La norme NOCT est une norme qui a été implémentée, on va dire pas il y a moins de temps, mais qui est un peu en train de se généraliser, puisqu'elle permet d'avoir quelque chose de plus comparable. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que là, en fait, dans la norme SCT, donc la norme standard test, les trois informations qui sont fixées, ce sont les informations de puissance au niveau de la lumière envoyée au panneau. Donc là, on parle de watts au mètre carré. Et puis, la température des appareils. Donc, du coup, là, on va dire que la température des panneaux est maintenue à 25 degrés. Ce qui est un peu étrange, et c'est là où justement le norme STC est très contesté aujourd'hui, c'est qu'en fait, plus on envoie de puissance, et notamment la puissance extérieure, c'est-à-dire au niveau du soleil, ça veut dire que la température va monter. 25 degrés avec 1000 watts, ça existe dans très peu d'endroits, et ça, on peut trouver ça en Europe, mais ça va être principalement dans des périodes très particulières, au printemps, au mois de mai, ou même pas en septembre, si on va peut-être fin septembre, octobre, on peut avoir ça. Mais c'est vraiment très rare, techniquement pas, enfin pratico-pratique. Donc du coup, cette norme-là est remise en cause très régulièrement. Et maintenant, on parle d'une norme NOCT, dans laquelle la température qui est fixée n'est pas la température du panneau, même si je l'ai reprise, en fait, on va dire que la moyenne va être autour de 47 degrés. Mais là, c'est la température d'extérieur. Donc là, on parle d'une température de l'air autour de 20 degrés, avec une puissance qui est plus faible, qui est autour de 800 watts par mètre carré. La masse volumique, elle, par contre, est fixe, donc elle est toujours à 1,5. Si on veut voir la présentation, en fait, la présentation, on la retrouve ici. Donc, on a plusieurs documentations qui expliquent un peu ce détail. Donc, ici, exactement ça, les conditions, et c'est une condition normée. Donc, on parle de la norme IEC 61538. Et cette norme impose les selles, donc ça veut dire l'appareil, le panneau solaire. La température du panneau solaire est fixée à 25 degrés. Donc, ça veut dire qu'ils les maintiennent au frais. Il faut imaginer un peu la situation dans les laboratoires. Alors, on maintient le panneau solaire en température et on met des lampes avec une irradiation de 1000 watts par mètre carré avec une masse volumique de l'air qui est à 1,5. Dans la norme NOCT, donc là on parle de la température de l'air, cette fois de 20 degrés. On parle d'une irradiation qui est à 800 watts. Par contre, la masse volumique est autour de 1,5. Et on a imposé aussi la température de l'air, la vitesse de l'air. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de l'air directement. Donc il y a une vitesse de vent, tout simplement dans le ventilateur, qui tourne à 1 mètre seconde. Donc tout ça est utilisé maintenant pour les panneaux solaires de manière à pouvoir intégrer ces deux dénominations. Donc si je prends le document de DMEGC, donc pour ce modèle que je disais, entre 485 et 495 watts crête, si on prend ce document, on retrouve justement pour chacun des panneaux, donc là on a ceux qui sont communiqués avec les 480 watts crête, donc on a la valeur en norme SCT et on a la valeur en norme NOCT. Et on voit que globalement, on est toujours avec une déviation, enfin une différence qui est assez notable, hein, puisqu'on passe de 485, 480 à 380, 390. Donc on a quasiment 100 watts de moins, ce qui n'est pas négligeable du tout sur la capacité dans le cas réel, parce que ça, on est bien d'accord, c'est plus proche de la réalité, c'est plus proche de ce que vous allez avoir chez vous. Donc, toujours intéressant de comprendre un peu cette logique. Donc là, on retrouve la notion de l'ampérage, on retrouve les mesures de voltage, et puis on retrouve l'efficacité du panneau. Donc,
des modules, on appelle ça. Globalement, ça ne change strictement rien à l'efficience du panneau en changeant les normes, et après, ça va être une capacité, ou du moins l'efficience de chacun des panneaux qui peut être un peu différente, augmentée ou diminuée. Par contre, si on regarde bien en détail, effectivement, la puissance maximale qui est sortie, donc on parle de watts, mais de watts crête, quand on regarde en détail l'ampérage et le voltage, on voit bien que le voltage est maintenu. On a une différence qui est vraiment de quelques millivolts au niveau des panneaux, donc au niveau de la différence de normes. Mais par contre, ce qui est vraiment modifié, c'est l'ampérage, c'est-à-dire vraiment la capacité de production d'énergie. Elle est vraiment diminuée quand on met une norme qui est plus proche de la réalité. Donc ça, c'est important pour vous dans le choix des panneaux, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de regarder la dénomination commerciale. Ça va être un panneau de 485 ou 480 watts, mais en réalité, watts crête, mais en réalité, ça sera plutôt ça que vous aurez chez vous. Donc ça veut dire que c'est plutôt ça qu'il va falloir rapporter au micro-onduleur, parce que c'est ça que le micro-onduleur va recevoir. Enfin, c'est plus proche de ça en tout cas. Si on regarde typiquement sur l'autre version donc, de Trina Solar, donc là j'ai pris un Trina Solar qui est entre 400 et 405 watts crête. Donc là on a les normes STC et là on a les normes NOCT. Et là on retrouve la même différenciation. Donc on a même d'ailleurs suivant les marques des différences qui peuvent être beaucoup plus flagrantes et beaucoup plus importantes justement dans la partie. On a un petit rappel ici des conditions de normes, des conditions de mesure justement de cette partie-là. Et on voit bien qu'on a une irradiation de 1000 watts avec une température de panneau qui a 25 watts, alors que là, on a bien une irradiation de 800 watts avec une température de l'air ambiant et une vitesse de vent de 20 degrés. Donc on a bien une différence qui se présente. Si on prend le même panneau, 390 watts crête, on passe, parce que le voltage est quasiment le même, là d'ailleurs on a même le volt qui diminue vraiment, mais qui est stabilisé, on va dire, dans la norme NOCT. Par contre, ici, on a vraiment l'intensité qui change, et ce qui fait que la production de puissance, donc la capacité de production de ce panneau, est bien vraiment à quasiment 100 watts d'écart. Donc on a vraiment quasiment 20 à 25% de moins. D'où la fameuse règle qui est de dire qu'un panneau, pour voir un panneau par rapport à un micro-onduleur, on va plutôt prendre entre 70 et 80% de cette valeur communiquée, valeur commerciale, afin de pouvoir comprendre quel type de panneau à prendre. C'est pas uniquement on va dire pour quelque chose de doigt mouillé, il y a quand même une base, c'est-à-dire que cette base de mesure NOCT explique vraiment la différence entre les deux. Donc quand je reviens sur mon fichier Excel et que je prends justement cette notion, j'ai pris pour chacun des panneaux la valeur STC, la valeur NOCT, et donc du coup la différence entre les deux. Donc là on est autour de 80% pour DMG, mais par contre on voit qu'on est autour de 75% Trina Solar. Donc ça c'est important à comprendre parce qu'on a vraiment une différence suivant les gammes, suivant les marques, suivant les produits, etc., ou la qualité du fabricant. On retrouve justement une différence entre ces deux normes et qui explique pourquoi quand on dit qu'on va prendre un panneau de 405 watts crête, donc ça sera la norme NOCT qui sera utilisée, mais on aura réellement plutôt proche des 300 watts de produits de capacité maximale. Alors attention, ce sont des normes qui sont dans des laboratoires. Peut-être que vous allez avoir un peu plus, peut-être que vous allez avoir un peu moins. D'ailleurs, si je retourne sur le document, dans le document, on a une tolérance de mesure qui est autour de 3%. Donc on a bien cette information-là qui est fournie, c'est-à-dire que la valeur de mesure, c'est une valeur échantillonnée dans un laboratoire. Donc, ce n'est pas une valeur réelle. Vous pouvez avoir un peu plus et vous pouvez avoir un peu moins. Donc attention à comprendre, il ne faut pas paniquer si vous n'achevez jamais les 306, vous n'arrivez pas à atteindre les 306 watts, ou même mieux, tant mieux pour vous, si vous avez plus que 306 watts de production, c'est certainement parce que vous êtes dans la tolérance, vous êtes dans la partie plus positive de la tolérance. Donc c'est important à comprendre, on parle de mesures de test en laboratoire. C'est ce qui est utilisé pour le marketing, et c'est pour ça qu'on voit ces appareils qui sont bien communiqués. Là, typiquement, celui-là est communiqué à 405 watts. C'est le quatrième du tableau. En fait, il existe en 405, mais il est en 405 en mesure NCSCT. Il est 306 en mesure NOCT. Donc, maintenant, si on reprend justement cette notion, on comprend très vite qu'on va être plutôt à devoir regarder sur un panneau solaire qui a une capacité d'autour de 80% de la communication commerciale.
Donc comment je vais faire maintenant pour un micro-onduleur? Si je pars de statut où j'ai un micro-onduleur, c'est ce que j'ai fait dans ce tableau, je vais vous montrer un peu la présentation. Je pars de ce tableau, donc j'ai repris pour un modèle qui est le HC, donc qui est à peu près dans le cœur de gamme aujourd'hui des IQ8 pour le résidentiel. Donc on est sur l'AC, HC et le MC, le P étant le tout dernier, pas vraiment adapté pour le résidentiel, ça va être plutôt pour le monde professionnel, pour les très grandes plaques, les très grands panneaux, les très grandes productions. Donc j'ai repris en tout cas dans ce panneau solaire la valeur en continu et non pas celle à pic. Parce que celle à pic, en fait, c'est pas celle qui est maintenue dans le temps. C'est celle qui est maintenue, c'est-à-dire la capacité maximale quand on a pendant un pic. Nous, il faut qu'on reste sur la capacité, donc en triphasé ou en monophasé, de la capacité en continu. Donc on parle en volt-ampère. Donc si je reviens ici, on a donc, c'est ce que j'ai pris ici, en continu ou à pic, j'ai repris quand même les deux, on obtient justement cette logique de 380 ou de 360. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est que on va prendre l'application du réseau français. Le réseau français, on est sur le réseau Enedis en termes d'opérateurs énergétiques et Enedis impose des règles qui sont ensuite poussées à tous les opérateurs, tous les acteurs, etc., qui sont la norme du COSFI. Donc globalement, pour faire très simple, comment ça se traduit pour vous? Ça se traduit par l'utilisation de 94%, donc 0,94, de votre capacité maximale. Donc c'est pour ça que justement j'ai affiché cette valeur de 94, 0,94, et puis là, ce qu'on calcule, ça va être cette valeur-là, donc la capacité maximale à pic, multipliée par les 94%. Donc on n'est déjà plus à 384, mais on descend à 360. Et puis là, on va prendre de 380 à 357. Ce n'est pas un choix du fabricant. Le fabricant n'a pas cette problématique dans d'autres pays. C'est un choix imposé par Enedis. Donc, il ne faut pas reprocher ce point au fabricant ou à votre installateur. C'est Enedis qui l'impose. Et personne n'a le choix. Si on veut être compatible avec les normes Enedis, on doit appliquer le COSFI. Donc, c'est vraiment très important à comprendre parce que ça veut dire que votre micro-onduleur HC qui a une marketing qui est affiché entre 380 et 384, ça dépend comment le marketing est présenté, mais en fait déjà en effectif à la norme française, on est déjà plutôt autour des 350-360. Donc là déjà on a perdu 20 volts ampères au passage. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une moyenne, parce qu'on est toujours avec une logique de pic et de continu. Donc normalement, j'aurais dû prendre la valeur continue, on va dire on va prendre la moyenne, mais on retrouve cette logique autour de 360 volts ampères. Et dans le monde triphasé, pareil, on est plutôt autour des 340 volts ampères. Donc si j'applique le même ratio que je vous ai montré tout à l'heure, donc le ratio qui est ici entre 75 et 60 et 80%, donc moi j'ai pris un ratio minimal et un ratio maximal, entre 70 et 80, on arrive donc à une puissance minimale en norme STC, donc la norme marketing qui est utilisée minimale et maximale, enfin c'est même l'inverse d'ailleurs, c'est maximal et minimal. Donc j'ai simplement appliqué la valeur qui est ici, donc la valeur du ratio le plus bas et la valeur du ratio le plus fort, donc pour pouvoir obtenir une tranche de panneaux solaires, donc une tranche marketing. Je reviens là-dessus. On parle de marketing, ça vous permet simplement de regarder sur votre fournisseur, de dire, écoutez, il me faut quelque chose qui soit entre 510 et, entre 450 et 510 pour ce modèle. Donc ça, c'est important parce que ça vous permet de pouvoir cibler tout de suite le bon panneau. Alors attention, le bon panneau à la sortie d'usine n'est pas le panneau qui va vivre chez vous. Un panneau évolue dans le temps. C'est important de comprendre parce qu'en fait, on a une perte de puissance. Une perte de puissance qui peut être importante parce que la norme, en fait, la norme communiquée, donc moi j'ai trouvé cette information-là sur EcoWatch par exemple, on parle d'une perte autour de, si je prends ce lien-là, ok, je reviens là où j'étais, et puis je vais vous montrer directement. On parle sur ce document qui a été publié d'une perte autour des 0,5%. Alors, communément parlant, on parle entre 0,5 et 1% par an de perte de capacité.
Donc c'est-à-dire que votre panneau qui est de 405 watts la première année, elle a une sortie, elle va être 405 watts la première année, mais l'année d'après, elle s'est quasiment montée d'usine pour plein de raisons diverses et variées. En fait, on aura une perte de entre 0,5 et 1%. Donc si on étale dans le temps, et moi j'ai pris un exemple sur 20 ans, parce que globalement, les panneaux sont à peu près garantis 20 ans, mais c'est aussi 25 ans pour les micro-onduleurs aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pris 20 ans pour faire très simple, en prenant un panneau simple, qui est le modèle de Trina Solar de 400. Donc on a la norme justement avec une perte de 0,5, avec une perte de 1%, avec une perte de 0,5. Et puis en plus, là j'essaie de faire quelque chose qui est plus proche de la réalité, qui est entre, on va dire 1% les premières années, les 10 premières années, et puis après on est plutôt autour des 0,5%. Donc de manière à voir un peu la perte d'intensité qu'on aura, ou la perte de capacité qu'on va avoir dans le temps, et combien on se retrouve. Donc avec une perte de 1%, si on prend en norme NCT ou NOCT, je rappelle, j'ai pris les deux normes en même temps, donc on est à 400 à l'année 0, mais à l'année 10, on est déjà passé à 360 normes SCT. Donc ça veut dire qu'en norme NOCT, on est passé de 300, autour de 300 watts à 275, 273. Donc on a une perte qui est non négligeable. Ça veut dire que certains panneaux qui peuvent paraître très puissants au départ, mais en fait, elles vont se retrouver à être compatibles avec des M250, pas très très loin des M250. En prenant 0,5% de perte, on est un peu mieux. Donc là, on est autour de 380 au lieu de 360, et là, on est autour de 287 au lieu de 273. Mais si maintenant on prend la logique justement de 0,5 et de 1% la première année et 0,5 après, ben en fait, au bout de 20 ans, on va avoir une perte. Donc si on prend 1% full, on va être autour de 320 watts et 250 en NOCT. Avec 0,5, on va se retrouver à 360 et 273. Et puis si on parle ici en mix, c'est-à-dire en 1% les 10 premières années, et puis 0,5 pour les 10 suivantes, en fait on est autour de 250, 260, et avec 340 au niveau d'ici. Donc après, à vous de calculer. Mais en tout cas, cette perte, elle est factuelle. Elle n'est pas du tout illusoire, elle est vraiment documentée, elle est communiquée, elle est clarifiée, et c'est une perte sans compter, c'est uniquement l'altération de l'appareil, c'est-à-dire le temps de vie, l'évolution de l'appareil lui-même. Ça n'intègre pas la salissure, ça n'intègre pas le fait que votre panneau, au bout d'un moment, il peut être couvert de sable, suivant où vous êtes. Il peut être couvert d'une couche de saleté qui peut s'accumuler et abîmer le panneau lui-même. Donc tout ça, c'est juste en comptant l'usure du panneau lui-même. Donc on a quand même un effet qui est important. Donc tout ça pour dire que si on regarde ici, pour justement le calcul que j'ai fait ici pour l'application d'entre 70 et 80 avec l'application du COSPI, etc., je l'ai refait pour tous les micro-onduleurs. Donc tous les micro-onduleurs qui sont listés ici sont maintenant aussi affichés dans ce truc-là. Donc on voit la puissance maximale, on a la puissance maximale en continu, on a l'application de la puissance moyenne, donc j'ai pris la moyenne des deux, justement avec la partie COSPI, donc qui est appliquée. Et puis en fait, donc, si je prends ici, on a bien la moyenne des deux qui est appliquée avec le COSPI directement dessus. Donc on retrouve justement, on passe de 245 à 227, on passe ici, si on part du HC que je voyais tout à l'heure, 380 à 360 et à 360 ici. Et puis là, maintenant, j'applique la règle des 70 à 80%. Dans le monde monophasé, comme ça, vous savez que pour vous, vos panneaux solaires doivent être dans cette typologie enfin, vous pouvez choisir dans cette gamme de produits. Bien sûr, après avoir expliqué la notion de perte de puissance dans le temps, je vous encourage à plutôt regarder la règle de ce côté-là, c'est-à-dire de plutôt regarder les panneaux les plus puissants, parce qu'en fait, la dégradation dans le temps va être atténuée par le fait qu'on était un peu surtaillé au départ, mais justement, avec la suite, l'évolution du temps et l'évolution de l'appareil même, finalement, en fait, les panneaux vont être un peu moins performants. Par contre, le micro-onduleur, lui, il continue. La garantie de capacité de puissance du micro-onduleur est quasiment de 20 ans à la même valeur. Donc on sait qu'on l'a, cette valeur-là ne va quasiment pas bouger dans le temps. Donc, du coup, il est plutôt favorable et plutôt bénéfique pour vous de regarder justement des panneaux de cette manière-là, de pouvoir atténuer la perte de puissance dans le temps.
quitte, et là on retrouve la logique de l'écrêtage, quitte pour les premières années à écrêter un petit peu, c'est-à-dire d'être un peu sûr d'avoir le panneau qui surproduit par rapport à la capacité de transformation des microondules. C'est l'écrêtage technique qu'on a dans certains cas. Donc ça, c'est important. Maintenant, ce que j'ai voulu faire, c'est de comparer avec la réalité. Donc si on prend ici, moi j'ai un IQ7, donc dans mon cas, hein, j'ai beaucoup d'IQ7+, j'ai quelques IQ7 normaux, et puis sûrement j'ai beaucoup de M215. Donc si on prend justement mon exemple avec la puissance qui est ici, hein, la puissance STC, donc celle qui est là, c'est même pas STC, c'est puissance moyenne. La puissance moyenne, et que je la multiplie par un ratio un peu au doigt mouillé, mais on va dire d'autour de 10 heures, parce qu'en fait on a un fonctionnement cloche du soleil quand même quand il est plein pot, donc du coup il démarre faible, et puis après il se stabilise plein pot pendant tout le temps, et après il redescend. Donc si on prend ce cas de 12, au lieu de mettre 12 heures, je mets 10, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le modèle en question, donc l'IQ7+, la capacité maximale qui est de sortie, donc en volt-ampère, alors c'est volt-ampère-heure du coup, et justement je le multiplie par 10 heures. Donc, avec une production continue, j'ai pris simplement cette valeur-là et je l'ai mis à production continue sur 10 heures. Clairement, c'est pas la réalité. Mais quand même, ça donne une idée de la capacité, là cette fois c'est en watts, donc je fais vraiment un calcul très basique, etc. etc. Je fais vraiment une association à la louche, mais pour avoir une idée de la réalité dans mon cas précis. Et donc du coup de voir si justement on est très très loin ou si finalement c'est pas si éloigné de la réalité que ça. Et bien c'est exactement ce que j'ai ici. Donc là j'ai pour les IQ7, j'ai pour les IQ7+, j'ai pour les IQ7 normaux et j'ai pour les M215 qui sont ici. L'IQ7, prenons d'abord par celui-là, donc l'IQ7 normal, on est potentiellement, enfin bon ou mal an avec ce calcul à la louche, de 2300, donc on va dire 2,3 kWh. Et bien ce jour-là, donc au mois de juin, qui est une journée plutôt pas mal, parce que en fait en juin il ne fait pas encore trop chaud, par contre on a cette date-là, on a quasiment l'optimal de la puissance du solaire, puisqu'on est 4 jours après l'équinoxe d'été. Donc du coup on se retrouve justement à une valeur de 2,2 kWh. Globalement, on n'est pas très loin des 2,3. Hein, donc du coup, on se retrouve avec une différence qui est assez acceptable. Pareil, l'IQ7+, qui est monté sur un panneau ici, donc toute une gamme, on voit qu'on est stabilisé entre 2,6 et 2,58. En fait, le calcul en question à son pic, ça aurait été du 2700. Pour mon cas précis, sur ce panneau, donc ce panneau est ici. Donc moi, en NOCT, je suis à 300. Donc en NOCT, je suis à justement une capacité maximale en watts crête de 300 volt-ampère. 300 watts crête plutôt. Donc dans mon cas précis, 300 watts, sachant que l'IQ7+, lui, si on prend celui qui est là, on est à 214. Donc je suis vraiment plutôt pas mal par rapport à la réalité. Bien sûr, je ne suis pas à l'idéal, parce que l'angle n'est pas forcément à l'idéal, il faudrait que je sois à la perpendiculaire du soleil, etc. Toujours est-il qu'on n'est pas si dévié que ça. Et les M215, bon là par contre c'est un peu différent, parce que là, un M215, lui, à son maximal, il pourrait ressortir justement 206. Sauf que là, j'ai des panneaux de 250 watts crête en norme NCT. Donc si j'applique les fameux 80% de réduction, en fait là je suis pas à 250, je suis en dessous des 200. Donc là ça veut dire que je suis bridé non pas par un micro-ondulaire, mais je suis bien bridé par mon panneau lui-même. Donc ça explique pourquoi justement j'ai une différence entre la valeur théorique à la louche et la réalité, une différence assez notable. Mais c'est tout à fait assumé parce que j'ai mis des 250 watts crête. Donc voilà, donc pour vous, vraiment, je vais partager ce document avec vous. Je vais vous mettre le lien en commentaire, de manière à ce que vous puissiez, de votre côté, simplement vous baser là-dessus pour votre choix, que ce soit pour un panneau que vous avez, donc vous regardez dans ce cas-là le panneau et vous regardez celui qui est le plus adapté avec votre production, mais toujours en gardant la perte de puissance. Toujours garder ça. Parce que le micro-ondulaire, lui, va être fixe. Lui, peu importe son temps. Pour info,
mes micro-onduleurs ont déjà tourné chez des gens. Hein. C'est-à-dire les M215, ils ont été démontés d'une installation précédente avant d'aller chez moi. Je les ai achetés d'occasion. Donc du coup, en fait, cette production, elle est quasiment stabilisée. La réduction que j'ai ici n'est pas le micro-onduleur. C'est vraiment le panneau solaire qui lui est bridé. Je suis à 250 watts crête de production. Ce sont des panneaux de 250 watts crête. Donc du coup, en fait, le bridage n'est pas au niveau du micro-onduleur, mais bien au niveau du panneau solaire. Donc du coup, c'est très important pour vous de comprendre que vous avez une perte de capacité de production dans le temps qui est quasiment là, on tourne entre 5 et 10 watts, 5 et 10 watts crête, 10 watts par mois, enfin par an plutôt. Donc du coup, c'est pas négligeable. Donc je vous partagerai ce document et donc du coup, vous aurez à partir de ça la capacité de pouvoir trouver la bonne association qui va entre votre installation, votre choix de matériel et pouvoir avoir un couple qui matche bien. À vous maintenant de choisir votre appareil suivant votre situation.